Le silence de mon appartement a été brisé par la sonnerie de mon téléphone. Ce jour-là, je ne savais pas encore que ma vie allait changer pour toujours. La voix de mon fils résonnait dans l'appareil, pleine de colère et de mépris. « Tu as changé le mot de passe de ta carte, espèce d'idiote !» Ces mots m'ont transpercé comme des lames de couteau. J'ai 68 ans et pendant toute ma vie, j'ai donné sans compter à ce fils que j'aimais plus que tout. Aujourd'hui, je vais vous raconter comment j'ai repris le contrôle de ma vie et mis fin à des années d'abus. Je m'appelle Colette Moreau. Les rides sur mon visage racontent l'histoire d'une femme qui a traversé bien des tempêtes. Mes mains, aujourd'hui marquées par le temps, ont bercé Pascal quand il n'était qu'un nourrisson innocent. Ces mêmes mains ont travaillé sans relâche pour lui offrir une vie confortable. J'étais veuve depuis que mon mari avait succombé à une crise cardiaque alors que Pascal n'avait que 15 ans. Depuis, j'avais endossé les deux rôles, père et mère, sacrifiant mes rêves pour les siens. Notre maison sur la rue Mercière à Lyon était modeste mais chaleureuse. Les rues pavées de cette ville historique avaient été témoins de mes efforts quotidiens pour élever mon fils seul. J'avais économisé toute ma vie, travaillant comme institutrice, puis directrice d'école, accumulant une retraite confortable et quelques biens immobiliers. Je possédais une deuxième maison, plus grande, dans laquelle Pascal et sa femme Amélie vivaient gratuitement depuis leur mariage. Les premiers signes de problème sont apparus quand Pascal a rencontré Amélie. Elle était séduisante, mais je voyais derrière son sourire une calculatrice froide qui évaluait constamment ce qu'elle pouvait obtenir de chaque situation. Au début, leur demande d'aide financière semblait raisonnable. Un prêt pour lancer une entreprise, puis un autre pour rénover la maison. Mais les prêts n'étaient jamais remboursés et les demandes ne cessaient d'augmenter. Je me souviens encore de la première fois que Pascal a levé la voix contre moi pour de l'argent. C'était pour un voyage aux Maldives qu'Amélie désirait ardemment. « Maman, tu as tellement d'argent qui dort sur ton compte. Tu n'en feras rien de toute façon !» avait-il crié quand j'avais osé suggérer qu'il pourrait économiser pour ce luxe. J'avais cédé, comme toujours. La douleur de son ingratitude était moins insupportable que l'idée de le perdre. Chaque matin, en prenant mon café au Café des Jacobins près de chez moi, je regardais les autres clients, des familles heureuses, des couples âgés se tenant la main, des enfants respectueux envers leurs parents. Je me demandais où j'avais échoué. Mon amie Florence me rejoignait souvent, secouant la tête quand je lui racontais les dernières exigences de Pascal. « Colette, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'exploitation », répétait-elle inlassablement. Puis il y a eu l'incident de la carte de crédit. J'avais donné à Pascal une carte supplémentaire de mon compte, censée être utilisée uniquement pour les urgences. En consultant mes relevés bancaires, j'ai découvert des achats extravagants, des vêtements de luxe, des restaurants gastronomiques, même une montre à plusieurs milliers d'euros. Ce mois-là, ils avaient dépensé plus de la moitié de ma pension. Quand j'ai confronté Pascal, il a haussé les épaules avec cette indifférence qui me brisait le cœur. « Tu ne dépenses jamais rien pour toi-même, autant que cet argent serve à quelque chose, » avait-il dit. Cette nuit-là, j'ai pleuré pendant des heures, assise dans mon salon, entourée de photos de lui enfant, souriant, innocent, aimant. Où était passé ce garçon? Marcel, mon voisin et ami depuis 30 ans, m'a trouvé ainsi le lendemain matin quand il est venu m'apporter des croissants comme chaque dimanche. Il s'est assis à côté de moi, a pris ma main dans la sienne et m'a parlé doucement mais fermement. « Colette, l'amour sans limite n'est pas de l'amour, c'est de la servitude. Tu ne l'aides pas en le laissant te traiter ainsi. » Ces paroles ont résonné en moi pendant des jours. J'ai commencé à voir un psychologue, discrètement. Chaque session était comme un miroir me montrant à quel point j'avais permis cette situation toxique de se développer. J'avais peur de la solitude, peur de perdre le seul lien familial qui me restait. Mais à quel prix? Une semaine plus tard, j'ai pris une décision. J'ai changé le mot de passe de ma carte bancaire et j'ai demandé à la banque de désactiver la carte supplémentaire de Pascal. C'était un petit acte de résistance, mais pour moi, c'était comme escalader l'Everest. J'ai ressenti un mélange de culpabilité et de libération. Pour la première fois depuis des années, j'avais dit non. La réaction ne s'est pas fait attendre. Ce fameux appel est arrivé alors que je préparais mon dîner. Pascal était furieux, me parlant comme à une domestique désobéissante plutôt qu'à sa mère.
Tu as changé le mot de passe de ta carte, espèce d'idiote? Dis-moi le mot de passe avant que je te fasse quelque chose. » Ces mots résonnent encore dans ma tête. Je me suis tue, incapable de répondre, la gorge serrée par la douleur. Je suis au centre commercial avec Amélie. Nous avons des achats importants à faire. « Donne-moi ce foutu code maintenant », avait-il exigé. Dans sa voix, je n'entendais aucun amour, aucun respect, juste de l'avidité et de la colère. Je me suis regardée dans le miroir accroché dans mon couloir, voyant une femme âgée, aux yeux tristes, qui avait donné sa vie pour un fils qui la considérait simplement comme un distributeur automatique de billets. « Non, Pascal, je ne te donnerai pas le code. » Ma voix tremblait, mais les mots étaient sortis, clairs et définitifs. Le silence qui a suivi était assourdissant, puis une avalanche d'insultes a déferlé. J'ai raccroché, les mains tremblantes, mais avec une étrange sensation de calme au fond de moi. Ce n'était pas juste un refus de donner un code bancaire, c'était la première pierre d'un mur que je construisais pour me protéger après des décennies d'abnégation. En raccrochant ce téléphone, j'ai pris une décision qui allait changer non seulement ma vie, mais aussi celle de Pascal. Je ne serai plus sa victime. Vous qui m'écoutez, peut-être vous reconnaissez-vous dans mon histoire. Peut-être avez-vous aussi sacrifié votre bien-être au nom de l'amour. Je ne vous juge pas. Je comprends cette dévotion aveugle qui nous pousse à tout donner sans rien attendre en retour. Mais ce jour-là, dans ma cuisine, j'ai compris qu'il était temps de m'aimer aussi. Je savais que Pascal rentrerait furieux. Je savais qu'il s'attendait à me trouver soumise, prête à céder comme toujours. Mais cette fois, une surprise l'attendait. Une surprise que j'avais méticuleusement préparée depuis des semaines, sans même me l'avouer à moi-même. Après avoir raccroché, j'ai regardé l'horloge. Il me restait environ 2 heures avant que Pascal ne revienne du centre commercial. 2 heures pour mettre en place ce que mon cœur et mon esprit avaient décidé en silence. J'ai pris mon téléphone et j'ai composé un numéro que j'avais enregistré, mais jamais appelé auparavant. Celui de Léon Fournier, un avocat recommandé par Florence. « Monsieur Fournier, c'est Colette Moreau. Je crois qu'il est temps de mettre en œuvre ce dont nous avons discuté. » Ma voix était calme maintenant, résolue. J'étais prête à affronter ce qui allait suivre, prête à reprendre ma vie en main. L'avocat Léon Fournier a répondu à mon appel presque immédiatement, comme s'il attendait cette conversation depuis longtemps. Sa voix grave et posée contrastait avec le chaos de mes émotions. « Madame Moreau, je vous attendais. Tout est prêt comme vous l'avez demandé. L'huissier peut être devant votre propriété dans 1h30. Avez-vous les documents que je vous ai demandé de rassembler ?» J'ai jeté un regard vers le tiroir de mon secrétaire en bois ancien, hérité de ma grand-mère. À l'intérieur se trouvait une chemise bleue contenant les preuves de mon calvaire, relevés bancaires, messages textes menaçants, courriels de demandes incessantes et même des enregistrements des conversations les plus difficiles que j'avais eues avec Pascal et Amélie. Pendant des mois, sur les conseils discrets de Florence, j'avais documenté chaque abus, chaque manipulation. Non pas pour les utiliser un jour, me disais-je alors, mais simplement pour me convaincre que je n'étais pas folle, que ce que je vivais était réellement abusif. Oui, monsieur Fournier, j'ai tout ce qu'il faut. Très bien. Et votre ami, le commissaire Roux, l'avez-vous contacté comme je vous l'ai suggéré? Jacques Roux était un vieil ami de mon défunt mari. Devenu commissaire de police du 2e arrondissement de Lyon, il m'avait toujours témoigné un respect sincère. Quand je lui avais parlé de ma situation, quelques semaines plus tôt, il avait froncé les sourcils avec cette expression que je connaissais bien, celle qu'il réservait aux affaires d'accord sérieuses. « Colette, ce que vous décrivez relève de l'abus sur personne vulnérable. C'est un délit. Je peux vous aider quand vous serez prête à agir. Je l'appellerai juste après vous. » ai-je répondu à l'avocat. « Parfait. Je vous retrouve au Café des Jacobins à 18h. Apportez tous les documents. » Et Colette, il a fait une pause significative. « Vous faites ce qu'il faut. Pour vous, mais aussi pour votre fils. Parfois, la meilleure façon d'aimer quelqu'un est de l'arrêter quand il se fait du mal. » Cette phrase m'a accompagnée alors que je composais le numéro de Jacques Roux. Le commissaire a répondu immédiatement et je lui ai expliqué la situation sans détour. « J'y serai, Colette, et j'amènerai la paperasse nécessaire si tu décides de porter plainte. Mais tu es sûr que c'est ce que tu veux? Plus sûr que je ne l'ai jamais été de quoi que ce soit, Jacques. » Après avoir raccroché, j'ai ouvert mon carnet d'adresses. Un à un, j'ai appelé les membres de ma famille
que Pascal avait escroqué au fil des années. Ma nièce Claire, à qui il avait emprunté 5 000 € pour un prétendu investissement qui n'avait jamais existé. Mon cousin Antoine, dont il avait vendu la voiture de collection sous prétexte de la faire réparer. Ma belle-sœur Simone, veuve comme moi, à qui il avait soutiré ses économies pour un voyage qui n'avait jamais eu lieu. Tous avaient gardé le silence par respect pour moi, supportant leur perte en silence pour ne pas me faire de peine. Chacun a accepté de venir au Café des Jacobins ce soir-là. Chacun avait sa propre histoire à raconter, son propre compte à régler. J'entendais dans leur voix un mélange de soulagement et d'appréhension. Comme moi, ils marchaient sur la corde raide entre l'amour familial et le besoin de justice. Ensuite, j'ai appelé Camille Dupont, l'assistante sociale spécialisée dans la protection des personnes âgées, que j'avais rencontrée lors d'une conférence organisée par la mairie. Elle m'avait donné sa carte, me disant de l'appeler si j'avais besoin de parler. À l'époque, j'avais pris la carte par politesse, pensant que je n'étais pas ce genre de personne, une victime. Aujourd'hui, je comprenais que l'abus ne discriminait personne. Je viendrai avec les formulaires nécessaires pour entamer un accompagnement, si c'est ce que vous souhaitez, m'a-t-elle dit. Et Madame Moreau, je tiens à vous dire que votre courage est remarquable. Beaucoup de personnes dans votre situation n'osent jamais faire ce pas. Du courage? Était-ce vraiment du courage? Ou simplement l'épuisement d'une femme qui avait atteint ses limites? Je n'en étais pas certaine. La dernière personne que j'ai appelée était Marcel Benoît, mon voisin et ami fidèle. À 70 ans, Marcel était un ancien avocat à la retraite qui avait perdu sa femme quelques années avant que je ne perde mon mari. Notre amitié s'était construite sur cette douleur partagée, puis était devenue quelque chose de plus profond, une complicité que je n'avais jamais connue auparavant. Marcel avait été témoin de ma descente dans cet enfer relationnel avec Pascal, m'avertissant gentiment mais fermement que je me dirigeais vers une catastrophe. « Je serai là dans 5 minutes », a-t-il dit simplement. Pendant que j'attendais Marcel, j'ai sorti une boîte cachée au fond de mon armoire. À l'intérieur se trouvait une clé, la clé de la maison où vivaient Pascal et Amélie. Ma maison, celle que j'avais achetée avec l'héritage de mes parents, celle que j'avais prêtée à mon fils temporairement il y a 7 ans. Un prêt qui était devenu, dans son esprit, un droit. Le visage de Marcel est apparu à ma porte exactement 5 minutes plus tard, comme promis. Sans un mot, il m'a prise dans ses bras, me laissant pleurer silencieusement contre son épaule. Ce n'est qu'à ce moment-là, dans l'étreinte de cet homme bon, que j'ai pleinement réalisé l'ampleur de ma douleur et de ma solitude. J'ai appelé le serrurier comme tu me l'as demandé la semaine dernière, m'a-t-il dit doucement. Il sera à la maison dans 1 heure. J'ai aussi contacté l'agent immobilier. Les papiers pour la mise en vente sont prêts à être signés demain, si tu le souhaites toujours. J'ai hoché la tête, incapable de parler. Vendre la maison où vivait Pascal était la décision la plus difficile, mais aussi la plus nécessaire. Cette maison représentait mon filet de sécurité financière, mon assurance, pour des soins si ma santé déclinait. Pascal le savait, et c'est précisément pour cela qu'il s'y était installé, pour s'assurer que cet actif lui reviendrait un jour. Marcel a pris mes mains dans les siennes. Ses yeux bleus, délavés par l'âge mais toujours perçants, scrutaient mon visage. « Tu n'es pas obligée de faire tout cela aujourd'hui, Colette. Nous pouvons procéder plus lentement. » J'ai secoué la tête. « Non, Marcel. Si je ne le fais pas maintenant, je ne le ferai jamais. Le moment est venu. » Mon téléphone a vibré. Un message de Pascal. « Tu ferais mieux de me donner ce code quand je rentrerai, ou tu vas le regretter. Pas de maman, pas de s'il te plaît. Juste une menace nue, sans même la prétention de respect qui avait caractérisé nos interactions précédentes. Je l'ai montré à Marcel dont le visage s'est assombri. Tu vois, c'est exactement pour cela que nous devons agir maintenant. Ce n'est plus une question d'argent, Colette, c'est une question de dignité et de sécurité. Il avait raison, bien sûr. J'ai rassemblé mes documents, les ai placés dans mon sac à main et j'ai regardé une dernière fois l'appartement qui avait été mon refuge. Sur le buffet du salon trônait une photo de Pascal à sa remise de diplôme, souriant, plein de promesses. À côté, une plus récente prise lors du dernier Noël, où son regard évitait l'objectif, où son sourire semblait forcé. Entre ces 2 images s'étendait un gouffre de désillusion et de trahison. « Allons-y » ai-je dit à Marcel. « Nous avons un rendez-vous avec l'huissier. » Le trajet jusqu'à la maison de Pascal s'est déroulé dans un silence lourd de sens.
Lyon défilait par la fenêtre. Ces bâtiments historiques témoins silencieux de drames humains qui se jouaient depuis des siècles derrière leurs façades élégantes. Combien de mères avant moi avaient dû faire face à l'ingratitude d'un enfant? Combien avaient eu le courage ou le désespoir de dire « stop ». L'huissier, maître Bertrand, nous attendait devant la maison, cartable à la main, visage impassible de professionnel habitué à ces situations délicates. À ses côtés se tenait le serrurier, un homme d'âge moyen au regard compatissant. « Madame Moreau » m'a salué l'huissier. « Avez-vous les titres de propriété ?» J'ai sorti les documents de mon sac. Mes mains tremblaient légèrement, mais ma résolution restait intacte. Je revoyais Pascal enfant, courant dans le jardin de cette maison. Je nous revoyais, mon mari et moi, rêvant d'y passer notre retraite ensemble. La vie avait décidé autrement. Voici l'ordonnance du juge autorisant le changement de serrure et l'expulsion, a continué maître Bertrand, me tendant un document officiel. En tant que propriétaire légal, vous êtes dans votre droit. Les occupants auront un délai légal pour récupérer leurs effets personnels. Le serrurier s'est mis au travail, remplaçant méthodiquement chaque serrure de la maison. Pendant ce temps, Marcel et moi avons fait le tour des lieux. L'état de la propriété m'a choqué. Des bouteilles vides jonchaient le sol, des meubles que j'avais chéris étaient endommagés, des traces de fêtes sauvages partout. Cette maison, autrefois soigneusement entretenue, ressemblait maintenant à un champ de bataille. Dans la chambre principale, j'ai découvert des liasses de factures impayées cachées dans un tiroir. Factures de crédit, avis de découvert bancaire, lettres de relance. Pascal et Amélie vivaient bien au-dessus de leurs moyens, s'enfonçant dans une spirale d'endettement tout en continuant à me soutirer de l'argent. « Colette, regarde ça !» m'a appelé Marcel depuis le bureau. Il tenait à la main un document qui semblait être un contrat de vente. En l'examinant de plus près, j'ai compris avec horreur qu'il s'agissait d'un faux acte de donation avec ma signature grossièrement imitée, transférant la propriété de la maison à Pascal. Le document n'était pas finalisé, il manquait l'authentification notariale, mais l'intention était claire. Mon propre fils prévoyait de me voler ma maison. Cette découverte a été comme un coup de poignard, éliminant les derniers vestiges de doute ou de culpabilité que je pouvais ressentir. Ce n'était plus seulement une question d'abus financier ou émotionnel, c'était une tentative de fraude caractérisée. Nous devons montrer cela au commissaire Roux, a murmuré Marcel, glissant soigneusement le document dans une enveloppe. Le serrurier a terminé son travail au moment où nous terminions notre inventaire des lieux. Toutes les serrures sont changées, madame. Voici les nouvelles clés. J'ai pris ces clés dans ma main, sentant leur poids métallique, le poids de ma nouvelle liberté, mais aussi de la responsabilité que je prenais en faisant ce choix difficile. Maître Bertrand a supervisé la mise en carton des effets personnels les plus évidents de Pascal et Amélie. Vêtements, documents, objets clairement identifiables comme leur appartenant. Ces cartons ont été placés dans le garage, accessible de l'extérieur, avec une clé séparée que l'huissier conserverait. Ils pourront récupérer leurs affaires en prenant rendez-vous avec mon étude, a expliqué l'huissier. Tout sera fait dans le respect de la procédure légale. En quittant la maison, j'ai ressenti un étrange mélange de tristesse et de soulagement. Cette demeure avait été le réceptacle de tant d'espoirs et de rêves, maintenant évanouis. Mais en fermant la porte une dernière fois, j'ai aussi eu l'impression de tourner la page d'un chapitre douloureux de ma vie. Maintenant, direction le café des Jacobins, a dit Marcel, consultant sa montre. Tout le monde devrait y être dans une demi-heure. C'est à ce moment précis que mon téléphone a sonné à nouveau. Pascal. L'écran affichait son visage souriant, une photo prise dans des temps plus heureux. J'ai hésité un instant, puis j'ai décroché, mettant le téléphone en haut-parleur pour que Marcel et l'huissier puissent entendre. « Maman, nous sommes en route vers la maison. J'espère que tu as réfléchi et que tu vas nous donner ce foutu code. Nous avons des achats importants à finaliser. » Sa voix était légèrement plus contrôlée qu'auparavant, comme s'il avait décidé de jouer la carte de la manipulation plutôt que celle de la menace directe. « Pascal, ai-je répondu, ma voix étonnamment stable. Je serai au café des Jacobins à 18h. Si tu veux discuter, retrouve-moi là-bas. » « Au café ? Pourquoi diable irais-je au café ? Je rentre chez moi. » « Tu devrais vraiment venir au café d'abord, Pascal. Il y a des choses dont nous devons parler. »« Qu'est-ce que tu as fait ?» Son ton avait changé, soudainement méfiant. « Maman, qu'est-ce que tu as fait ?»
Ce que j'aurais dû faire il y a longtemps. Nous parlerons au café. » J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre, éteignant ensuite mon téléphone pour éviter d'autres appels. Le silence qui a suivi était assourdissant, mais aussi étrangement apaisant. « Tu as été très courageuse, » a dit Marcel, serrant légèrement mon épaule. « Pas courageuse, » ai-je répondu. « Juste fatiguée, fatiguée de vivre dans la peur et la culpabilité. » Nous sommes montés dans la voiture de Marcel et avons pris la direction du Café des Jacobins, ce petit établissement chaleureux au cœur du Vieux-Lyon, où tant de conversations importantes de ma vie s'étaient à dérouler. C'est là que mon mari m'avait demandé en mariage, il y a plus de 40 ans. C'est là que nous avions fêté la naissance de Pascal. Et c'est là que, aujourd'hui, je m'apprêtais à redéfinir ma relation avec mon fils, ou peut-être à y mettre fin. Alors que nous traversions la place Bellecour, emblème de la ville, je me suis surprise à observer les familles qui profitaient de la fin d'après-midi. Des parents jouant avec leurs enfants, des grands-parents tenant la main de leurs petits-enfants. La famille telle qu'elle devrait être, un refuge de tendresse et de soutien mutuel, non pas un champ de bataille d'abus et de manipulation. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti une larme couler sur ma joue qui n'était pas une larme de douleur ou de frustration, mais de libération. Quelle que soit l'issue de cette confrontation à venir, j'avais déjà gagné ma bataille la plus importante, celle contre ma propre peur. Le café des Jacobins était presque plein lorsque nous sommes arrivés. L'odeur familière de café fraîchement moulu et de pâtisserie m'a accueilli, me ramenant momentanément à des temps plus heureux. Joseph, le propriétaire qui avait repris l'établissement de son père, m'a fait un signe discret. Je lui avais parlé la veille pour réserver la salle privée à l'arrière, celle normalement utilisée pour les petites célébrations. « Tout est prêt, Madame Moreau », a-t-il murmuré en nous conduisant. Comme vous l'avez demandé, la salle était parfaite, suffisamment grande pour accueillir tout le monde, mais assez intime pour la conversation difficile qui allait suivre. Florence était déjà là, arrangeant des tasses et des assiettes de petits gâteaux. À 65 ans, mon amie d'enfance n'avait rien perdu de son énergie ou de sa détermination. Elle m'a serré dans ses bras sans un mot, son étreinte disant tout ce que les mots ne pouvaient exprimer. « Je suis si fière de toi », a-t-elle finalement chuchoté. Les autres sont arrivés rapidement. Ma nièce Claire, toujours élégante dans son tailleur d'avocate, mon cousin Antoine, dont les cheveux grisonnants cachaient mal l'inquiétude, ma belle-sœur Simone, qui avait fait le trajet depuis Grenoble, spécialement pour cette réunion, le commissaire Jacques Roux, en civil, mais portant toujours cette aura d'autorité tranquille, l'avocat Léon Fournier, méticuleux avec ses documents soigneusement rangés dans une serviette en cuir, et enfin Camille Dupont, l'assistante sociale, dont le regard bienveillant m'a immédiatement mise à l'aise. Pendant que nous attendions l'arrivée de Pascal, j'ai partagé avec eux ce que j'avais découvert dans la maison. Le faux document de donation a provoqué une vague de murmures indignés. Le commissaire Roux l'a examiné avec attention, son front se plissant davantage à chaque seconde. « C'est une tentative de fraude caractérisée, Colette », a-t-il déclaré. « Ce document pourrait à lui seul justifier des poursuites pénales. » Je n'ai pas répondu immédiatement. L'idée de voir mon fils devant un tribunal me serrait toujours le cœur, malgré tout ce qu'il avait fait. Claire, qui a dû sentir mon trouble, a posé sa main sur la mienne. « Tante Colette, je sais que c'est difficile, mais rappelle-toi que nous sommes tous ici parce que nous t'aimons. Et parfois, aimer quelqu'un, c'est l'empêcher de continuer sur un chemin destructeur. » Ces mots résonnaient étrangement avec ceux de l'avocat plus tôt dans la journée. Étais-je en train d'aider Pascal en lui tenant tête? Ou étais-je simplement en train de me venger pour des années d'abus? Je n'en étais plus certaine. Tandis que ces pensées tournoyaient dans mon esprit, Florence a commencé à servir le thé. Ce geste simple, quotidien, m'a ancré dans le présent. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai commencé à raconter mon histoire. Notre histoire, celle de Pascal et moi. Cela n'a pas toujours été ainsi, ai-je commencé, ma voix à peine audible. Pascal était un enfant doux, sensible. Après la mort de son père, il est devenu mon monde entier. Peut-être ai-je trop compensé sa perte. Peut-être ai-je été trop indulgente. Je me suis remémoré ces années de deuil, où Pascal et moi nous étions accrochés l'un à l'autre comme des naufragés à une planche de salut. J'avais fait tout mon possible pour qu'il ne manque de rien, travaillant de longues heures supplémentaires, économisant chaque centime, renonçant à mes propres rêves pour réaliser les siens.
Le premier signe que quelque chose n'allait pas est apparu quand il a commencé l'université. Ai-je continué. Il a abandonné ses études après un semestre, disant qu'il voulait trouver sa voie. J'ai accepté, pensant qu'il avait besoin de temps. Il a enchaîné les petits boulots, jamais plus de quelques mois. Chaque échec était toujours la faute de quelqu'un d'autre. Un patron injuste, des collègues jaloux, un système biaisé. Les visages autour de moi hochaient en signe de reconnaissance. Beaucoup avaient été témoins de cette spirale descendante. Puis il a rencontré Amélie. Au début, j'étais heureuse pour lui. Elle semblait lui donner une stabilité qu'il n'avait jamais eue. Ils se sont mariés rapidement et j'ai offert de les aider à s'installer. Ce devait être un prêt temporaire pour qu'ils puissent économiser pour leur propre logement. J'ai souri tristement, me rappelant ma naïveté. Le temporaire est devenu permanent. Les demandes d'argent, d'abord occasionnelles et modestes, sont devenues régulières et substantielles. Toujours pour une bonne raison, une opportunité d'affaires, une réparation urgente, une dépense médicale. J'ai découvert plus tard que la plupart de ces raisons étaient inventées. Le commissaire Roux a pris des notes, son expression professionnelle masquant à peine sa colère croissante. La première fois que j'ai osé dire non, c'était il y a 3 ans. Pascal voulait acheter une voiture de luxe, bien au-dessus de ses moyens. J'ai suggéré quelque chose de plus raisonnable. Sa réaction m'a terrifiée. Il a hurlé, jeté des objets, m'accusant d'être une mère égoïste et mesquine. Il a menacé de couper tout contact avec moi. La peur de le perdre était si grande que j'ai cédé, comme toujours. Ma voix s'est brisée et Florence a serré ma main. Je me suis ressaisie et j'ai continué, sentant un étrange soulagement à enfin exprimer ces vérités longtemps enfouies. Après cela, les demandes sont devenues plus fréquentes, plus agressives. Pascal savait que sa menace de m'abandonner fonctionnait. Il l'utilisait comme une arme. « Si tu ne fais pas ça pour moi, tu ne me reverras jamais. Si tu m'aimes vraiment, tu devrais m'aider. » Ces phrases revenaient constamment. Camille, l'assistante sociale, a pris la parole. C'est un schéma classique d'abus émotionnel, Madame Moreau. L'agresseur identifie la plus grande peur de sa victime et l'exploite systématiquement. J'ai hoché la tête, reconnaissant la justesse de son analyse. Puis il y a eu les cartes de crédit. Au début, c'était pour les urgences. Rapidement, tout est devenu une urgence. Quand j'ai commencé à m'inquiéter du montant de mes factures, Pascal m'a accusé d'être obsédé par l'argent, de ne pas comprendre les réalités de la vie moderne. J'ai sorti un épais dossier de mon sac, les relevés bancaires des 2 dernières années, soigneusement annotés. Regardez ces dépenses. Des restaurants gastronomiques, des boutiques de luxe, des voyages. Pendant ce temps, je comptais chaque euro pour mes propres besoins, renonçant souvent à des soins médicaux nécessaires pour pouvoir continuer à les soutenir. L'avocat a examiné les documents, son visage s'assombrissant. « Madame Moreau, ces dépenses représentent plus que votre pension mensuelle. Comment avez-vous pu continuer à les couvrir? J'ai vendu des bijoux de famille, j'ai hypothéqué mon appartement, j'ai même emprunté à des amis, trop honteuse pour leur dire la vérité sur l'utilisation de cet argent. Un silence lourd est tombé sur la pièce. Le poids de ces années de sacrifice et d'humiliation était palpable. Mais le pire n'était pas l'argent. Ai-je continué, ma voix à peine plus forte qu'un murmure. C'était la façon dont il me regardait, avec impatience, parfois avec dégoût, comme si j'étais un obstacle, un fardeau, mon propre fils, pour qui j'aurais donné ma vie sans hésiter. Les larmes coulaient librement maintenant, mais je ne les ai pas essuyées. Ces larmes étaient nécessaires, purificatrices. L'été dernier, j'ai fait une chute et me suis fracturé le poignet. J'ai appelé Pascal pour qu'il m'emmène à l'hôpital. Il était à une fête avec des amis et a refusé de venir. « Appelle une ambulance », m'a-t-il dit, avant de raccrocher. C'est mon voisin Marcel qui m'a finalement conduite aux urgences et est resté avec moi toute la nuit. Marcel a baissé les yeux, visiblement mal à l'aise d'être mentionné. Mais j'ai continué, sentant que chaque détail était important, que chaque morceau de cette histoire douloureuse devait être exposé à la lumière. Le lendemain, Pascal Esbeth est venu me voir à l'hôpital, non pas pour prendre de mes nouvelles, mais pour me demander de signer des papiers pour un nouveau prêt qu'il voulait contracter. Il a profité de mon état affaibli, de ma confusion due aux médicaments. J'ai refusé, pour la première fois depuis longtemps. Sa colère a été si violente qu'une infirmière a dû appeler la sécurité.
Le commissaire Roux a froncé les sourcils. Cet incident a-t-il été documenté? J'ai hoché la tête. L'hôpital a fait un rapport. Je l'ai dans mon dossier. Pourquoi n'avez-vous pas porté plainte à ce moment-là? La honte, la peur, l'espoir que les choses s'arrangeraient, que mon fils retrouverait le chemin de son cœur. J'ai fait une pause. Et aussi parce qu'il est venu le lendemain, pleurant, s'excusant, promettant que cela ne se reproduirait plus jamais. J'ai voulu le croire. Une mère veut toujours croire le meilleur de son enfant. Simone, qui était restée silencieuse jusqu'à présent, a pris la parole. « Colette, quand mon mari, ton frère, est mort, tu as été la première à m'offrir de l'aide. Tu m'as toujours dit que la famille devait se soutenir dans les moments difficiles. Mais ce que Pascal fait n'est pas du soutien, c'est de l'exploitation. » Antoine a acquiescé. Je me souviens du jour où Pascal m'a demandé d'emprunter ma voiture de collection pour impressionner un client potentiel. Cette voiture était dans notre famille depuis 3 générations. Quand j'ai découvert qu'il l'avait vendue et avait utilisé l'argent pour un voyage aux Maldives avec Amélie, j'ai voulu porter plainte. Mais il a menacé de dire à tout le monde que je lui avais fait don de la voiture et j'ai eu peur que cela te blesse, Colette. Alors j'ai gardé le silence. Claire a ajouté sa propre histoire. Comment Pascal avait prétendu avoir besoin d'argent pour un traitement médical urgent alors qu'il avait utilisé les 5 000 € pour acheter des meubles de luxe pour son salon. Chacun avait sa propre expérience d'abus et de trahison, et chacun les avait supportés en silence par amour pour moi. Cette réalisation a ajouté une nouvelle couche de douleur à mon cœur déjà meurtri. La semaine dernière, ai-je poursuivi après que chacun ait parlé, j'ai trouvé dans ma boîte aux lettres un avis de la banque concernant une tentative de retrait important de mon compte d'épargne. Quelqu'un avait essayé d'accéder à mes économies de toute une vie en utilisant mes identifiants personnels. J'ai immédiatement changé tous mes mots de passe et j'ai demandé à la banque de mettre en place des mesures de sécurité supplémentaires. Le commissaire Roux s'est penché en avant. « Avez-vous des preuves que c'était Pascal ?» La banque a confirmé que la tentative venait d'un ordinateur enregistré à son adresse IP. Un murmure de choc a parcouru la pièce. Tenter d'accéder frauduleusement à un compte bancaire était un délit grave. Puis aujourd'hui, cet appel depuis le centre commercial, cette exigence de lui donner mon nouveau mot de passe, accompagnée d'une menace à peine voilée, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. J'ai regardé autour de moi, observant ces visages qui représentaient ma véritable famille, non par le sang, mais par l'amour et le respect mutuel. Pendant des années, j'ai cru que j'étais seule dans cette situation. J'avais trop honte pour en parler. Je pensais que c'était ma faute, que j'avais échoué en tant que mère, que je méritais d'une certaine façon ce traitement. Camille a secoué la tête avec empathie. C'est précisément ce que ressentent la plupart des victimes d'abus, Madame Moreau. L'isolement et la culpabilité sont les outils les plus puissants de l'agresseur. Ce n'est que récemment, grâce à l'insistance de Florence et Marcel, que j'ai commencé à voir la situation pour ce qu'elle était vraiment, un cycle d'abus dont je devais me libérer, non seulement pour mon bien, mais aussi pour celui de Pascal. En continuant à céder, je lui permettais de s'enfoncer davantage dans ce comportement destructeur. J'ai senti une nouvelle résolution se former en moi. Aujourd'hui, je dis stop, non pas par vengeance, mais par amour. L'amour véritable ne consiste pas à donner à quelqu'un tout ce qu'il veut, mais ce dont il a besoin pour devenir la meilleure version de lui-même. Le silence qui a suivi mes paroles était chargé d'émotions. Puis, la porte de la salle s'est ouverte brusquement. Pascal se tenait là, Amélie un pas derrière lui. Son visage était rouge de colère, ses yeux scrutant la pièce avec incrédulité. « Qu'est-ce que c'est que ça? Une sorte d'intervention ?» a-t-il craché, son regard passant de visage en visage, avant de se fixer sur moi. « Tu as organisé une petite réunion de famille pour me faire honte ?» Je me suis levée lentement, sentant une force nouvelle en moi. « Pascal, assieds-toi. Nous devons parler. » « Parler de quoi? Du fait que tu as changé les serrures de Emma Maison? Que tu as jeté nos affaires dehors comme des déchets? Ce n'est pas ta maison, Pascal. Ça ne l'a jamais été. » Son rire était amer, dédaigneux. « Bien sûr que si. Tu me l'as promise depuis des années. Tout ce qui est à moi sera à toi un jour. C'est ce que tu disais toujours. Eh bien, j'ai juste décidé d'accélérer un peu les choses. J'ai regardé mon fils, cet étranger en qui je cherchais désespérément des traces du garçon que j'avais élevé, et j'ai senti mon cœur se briser une dernière fois. Pascal, nous avons trouvé le faux document de donation.
celui où tu as imité ma signature. Son visage a pâli légèrement, mais il s'est vite ressaisi. Je ne sais pas de quoi tu parles. Le commissaire Roux s'est levé, imposant dans son calme professionnel. Monsieur Moreau, je suis le commissaire Jacques Roux. Ce document constitue une tentative de fraude passible de poursuite pénale. Pascal a hésité, puis a choisi l'attaque. Ma mère souffre de démence précoce. Elle imagine des choses, fait des accusations sans fondement. Demandez à n'importe qui. Elle devient de plus en plus confuse. C'est pour cela que nous prenions soin d'elle, d'ailleurs. Cette accusation, si fausse et si cruelle, a provoqué une vague de protestations indignées dans la salle. Florence s'est levée, furieuse. « Comment oses-tu ? Ta mère a l'esprit plus clair et plus honnête que tu ne l'auras jamais. » J'ai levé la main pour calmer tout le monde. « Pascal, tu as le choix maintenant. Soit tu acceptes l'aide que nous t'offrons, un programme de désendettement supervisé par Madame Dupont, une thérapie familiale, et un chemin vers la réconciliation. Soit tu refuses et nous serons contraints de poursuivre l'action légale pour fraude et abus sur personnes vulnérables. » Son visage s'est déformé sous l'effet de la colère. « Tu me menaces? Ta propre chair et ton propre sang? Non, mon fils, je t'offre une dernière chance de retrouver ton humanité. » La tension dans la petite salle du Café des Jacobins était palpable. Pascal restait figé sur le seuil, ses yeux passant de moi au commissaire Roux, puis aux documents étalés sur la table. Amélie, derrière lui, avait perdu son assurance habituelle. Je pouvais voir son regard calculateur évaluer rapidement la situation, comprenant que cette fois, les choses étaient différentes. « Une dernière chance ?» a finalement dit Pascal, avec un petit rire incrédule. « Tu parles comme si j'avais fait quelque chose de terrible. Tout ce que j'ai fait, c'est essayer de survivre dans ce monde qui ne donne rien gratuitement. » Sa réponse m'a brisé le cœur, non pas par sa cruauté, mais par sa sincérité. Il croyait vraiment être la victime de cette histoire. Dans son esprit déformé, ses actions étaient justifiées, peut-être même nobles. Survivre, a demandé doucement Marcel, avec des voyages aux Maldives, des montres de luxe, des voitures que la plupart des gens ne peuvent même pas se permettre de rêver. Pascal a jeté un regard méprisant à Marcel. « Qui êtes-vous pour me juger? Le nouveau petit ami de ma mère. Vous êtes bien rapide à prendre sa place. » J'ai senti Marcel se raidir à côté de moi. Sa main, qui tenait la mienne sous la table, s'est légèrement crispée, mais sa voix est restée calme quand il a répondu. « Je suis simplement quelqu'un qui se soucie de Colette, qui la voit pour la femme extraordinaire qu'elle est, et non comme un distributeur automatique de billets. » Pascal a ignoré cette remarque et s'est tourné vers moi, changeant brusquement de tactique. Son visage s'est adouci, prenant cette expression de vulnérabilité calculée que je connaissais trop bien, celle qu'il utilisait quand les menaces ne fonctionnaient pas. « Maman, a-t-il dit, sa voix soudain implorante, je ne comprends pas pourquoi tu fais ça. Si j'ai fait quelque chose qui t'a blessé, je m'en excuse. Tu sais que je t'aime. Tu es ma mère. » Ces mots, que j'avais si désespérément voulu entendre pendant des années, sonnaient maintenant creux et manipulateurs. Je sentais les regards de soutien autour de moi, me donnant la force de ne pas céder à cette ultime manœuvre émotionnelle. « Je t'aime aussi, Pascal, » ai-je répondu doucement. « C'est pourquoi je ne peux plus te laisser continuer sur ce chemin. » Amélie a fait un pas en avant, retrouvant sa confiance. « Tout cela est ridicule. Nous avons toujours pris soin de toi, Colette. Qui t'a aidé après ta chute? Qui s'assure que tu prends tes médicaments? Qui passe te voir chaque semaine? » Florence a laissé échapper un rire sec. « Tu veux dire, qui passe la voir quand vous avez besoin d'argent? Qui a oublié de l'emmener à ses rendez-vous médicaux 3 fois le mois dernier parce que vous étiez trop occupé? » Amélie a eu l'air momentanément déstabilisée, mais s'est vite reprise. « Ce sont des mensonges. Nous nous sommes toujours occupés d'elle. » Le commissaire Roux a tiré une chaise. « Pourquoi ne vous asseyez-vous pas tous les deux? Cette conversation sera plus productive si nous restons tous calmes. » Pascal a hésité, puis a finalement pris place, tirant une chaise pour Amélie. Son langage corporel trahissait son malaise, jambes croisées, bras fermement repliés sur sa poitrine, regard fuyant. L'avocat Léon Fournier a pris la parole, sa voix professionnelle et mesurée. « Monsieur Moreau, nous avons rassemblé une documentation substantielle concernant vos actions envers votre mère. Le faux document de donation n'est que la pointe de l'iceberg. Nous avons des relevés bancaires, des témoignages, des rapports médicaux et même des enregistrements de conversations
où vous menacez explicitement Madame Moreau. Pascal a pâli visiblement. Des enregistrements. Je n'ai pas répondu, mais j'ai sorti mon téléphone et j'ai appuyé sur lecture. Sa propre voix a rempli la salle, cinglante et menaçante, datant d'une dispute survenue 2 mois plus tôt. Si tu ne me donnes pas cet argent, je te jure que tu finiras dans la pire maison de retraite que je pourrais trouver. Tu pourriras là-bas, toute seule. Le silence qui a suivi était assourdissant. Même Amélie semblait choquée, jetant un regard incertain à son mari. « Je ne pensais pas ce que je disais », a murmuré Pascal, soudain beaucoup moins sûr de lui. J'étais en colère. Camille Dupont, qui était restée silencieuse jusqu'à présent, a parlé d'une voix douce mais ferme. La colère peut expliquer des mots durs prononcés dans un moment de tension, mais pas des années d'abus systématiques ni des tentatives de fraude préméditées. Elle a ouvert un dossier devant elle. Monsieur Moreau, en tant qu'assistante sociale spécialisée dans la protection des personnes vulnérables, j'ai vu des situations comme celle-ci de nombreuses fois. Le schéma est toujours le même. L'isolement de la victime, le contrôle financier, les manipulations émotionnelles, puis l'escalade vers des menaces plus explicites lorsque la victime commence à résister. Elle a fait une pause, me regardant avec compassion avant de continuer. Votre mère n'est pas ici pour vous punir. Elle est ici pour mettre fin à un cycle destructeur pour elle, mais aussi pour vous. Pascal a ricané. Alors maintenant, je suis une victime aussi. C'est une blague ? Non, a répondu calmement Camille. Vous êtes responsable de vos actes, mais il est vrai que ce type de comportement est souvent le symptôme d'un problème plus profond. Une dépendance au luxe, à l'argent facile, à la sensation de pouvoir que procure la manipulation des autres. Pour la première fois, j'ai vu quelque chose vaciller dans les yeux de mon fils, une brève fissure dans son armure d'arrogance et de déni. Était-ce de la honte, de la reconnaissance ? Je n'en étais pas certaine. Votre mère vous offre une voie vers la guérison, a poursuivi Camille. Une chance de reconstruire non seulement votre relation avec elle, mais aussi votre propre vie sur des bases plus saines. Pascal a regardé les documents sur la table, puis tous les visages autour de lui. Son expression s'est durcie à nouveau. Et si je refuse cette généreuse offre ? Le commissaire Roux a pris le relais. Alors nous procéderons par la voie légale. Les preuves que nous avons rassemblées sont plus que suffisantes pour justifier des poursuites pour tentative de fraude, abus de faiblesse et extorsion. La peine pour ces délits peut aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 375 000 € d'amende. Amélie a laissé échapper un petit cri de stupeur. « C'est ridicule! Vous ne pouvez pas faire ça !»« Non seulement nous le pouvons, mais c'est notre devoir », a répondu fermement le commissaire. « La protection des personnes vulnérables est une priorité absolue pour nos services. » Je regardais Pascal, cherchant dans ses yeux une trace du petit garçon que j'avais tant aimé, du jeune homme plein de promesses qu'il avait été avant que la vie ne le durcisse. Mon cœur se serrait à l'idée de le voir poursuivi en justice, peut-être même emprisonné. Malgré tout ce qu'il m'avait fait, une partie de moi voulait toujours le protéger. « Pascal, ai-je dit doucement, ce n'est pas ce que je veux. Je ne veux pas te voir derrière des barreaux. Je veux te voir redevenir la personne que je sais que tu peux être. » Il a levé les yeux vers moi, et pendant un instant, j'ai cru voir cette vulnérabilité authentique que j'avais connue autrefois. Puis son regard s'est posé sur Marcel, sur nos mains toujours jointes, et son expression s'est fermée à nouveau. « Tout ça, c'est à cause de lui, n'est-ce pas ? Il t'a monté contre moi. Il veut mon héritage. » Marcel a secoué la tête avec tristesse. « Il n'y a plus d'héritage, Pascal. »« Quoi ?» La voix de Pascal s'est brisée. J'ai pris une profonde inspiration. Le moment était venu de révéler la dernière partie de mon plan, celle qui me brisait le cœur mais que je savais nécessaire. J'ai mis la maison en vente ce matin. Les papiers seront signés demain. Pascal s'est levé d'un bond, son visage déformé par la rage et l'incrédulité. « Tu ne peux pas faire ça. Cette maison devait être à moi. J'ai déjà trouvé un acheteur, ai-je poursuivi calmement. Le prix est équitable, légèrement en dessous du marché pour assurer une vente rapide. Et l'argent ? A demandé Amélie, toujours pratique même dans la crise. Qu'est-ce que tu vas en faire ? Une partie servira à rembourser les dettes que j'ai contractées pour vous soutenir toutes ces années. Une autre partie ira à une association d'aide aux personnes âgées, victimes d'abus. Et le reste, j'ai hésité, cherchant les mots justes. Le reste sera placé sous tutelle, dans un fonds qui ne sera accessible qu'à certaines conditions. Pascal s'est rassis lentement, comme si ses jambes
ne pouvaient plus le porter. Quelles conditions? Que tu suives un programme complet de désendettement, que tu participes à une thérapie individuelle et familiale, que tu trouves un emploi stable et que tu le gardes pendant au moins 1 an et que tu rembourses les personnes que tu as escroquées, Claire, Antoine, Simone et les autres. J'ai fait une pause, laissant ces mots s'imprégner. Ce ne sera pas facile, Pascal, mais rien de valeur ne l'est jamais. Un silence pesant est tombé sur la salle. Je pouvais presque voir les rouages tourner dans l'esprit de Pascal, évaluant ses options, cherchant une échappatoire. Amélie a posé une main sur son bras, murmurant quelque chose à son oreille. Il l'a repoussée avec irritation. « Et si je refuse? Si je porte plainte pour abus de pouvoir? Pour m'avoir jeté à la rue illégalement ?» L'avocat a souri légèrement. « Vous pouvez essayer, bien sûr, mais étant donné les preuves que nous avons contre vous, je ne vous le conseille pas. De plus, l'expulsion a été effectuée en présence d'un huissier de justice, dans le respect scrupuleux de la loi. » Pascal a baissé les yeux, fixant intensément la table comme si elle pouvait lui offrir une solution. Puis, presque imperceptiblement, ses épaules se sont affaissées. C'était un geste que je connaissais bien, la même posture qu'il adoptait enfant quand il était finalement contraint d'admettre une faute. « Je n'ai nulle part où aller », a-t-il murmuré, sa voix soudain dépouillée de toute arrogance. « C'est prévu aussi », a répondu Camille. « Nous avons arrangé une place pour vous dans un logement temporaire, le temps de vous réorienter. Il y a des conditions, bien sûr, pas d'alcool, pas de substances illicites, respect du couvre-feu et participation obligatoire au programme de réinsertion. » Pascal a levé un regard incrédule. « Tu m'envoies dans un foyer? Comme un sans-abri? Comme quelqu'un qui a besoin d'aide pour reconstruire sa vie ?» ai-je corrigé doucement. « Ce n'est pas une punition, Pascal. C'est une chance de repartir sur de nouvelles bases. » Amélie s'est levée brusquement. « Je ne vais pas vivre dans un foyer. C'est hors de question. » Pascal l'a regardée avec une expression étrange, un mélange de déception et de prise de conscience. « Alors quoi? Tu vas partir, juste comme ça ?» Son silence a été plus éloquent que n'importe quelle réponse. J'ai observé mon fils, voyant pour la première fois la fragilité derrière sa façade d'assurance. Pendant toutes ces années d'abus, je n'avais vu que le Pascal cruel et manipulateur. Maintenant, je voyais aussi l'homme perdu, prisonnier de ses propres mensonges et de sa dépendance à un style de vie qu'il ne pouvait pas se permettre. « Tu as jusqu'à demain matin pour décider », ai-je dit doucement. Soit le programme de réhabilitation, soit les poursuites judiciaires. Le choix t'appartient. Pascal a hoché la tête lentement, l'air d'un homme qui vient de se réveiller d'un long rêve pour découvrir que la réalité est beaucoup plus dure. « Je peux réfléchir un moment, seul ?» a-t-il demandé, sa voix à peine audible. Le commissaire Roux a hoché la tête. « Il y a une terrasse à l'étage. Prenez le temps qu'il vous faut. Mais sachez que nous attendrons votre réponse aujourd'hui. » Pascal s'est levé et s'est dirigé vers la porte, passant devant Amélie sans un regard. Elle a hésité un instant, puis l'a suivi, son assurance habituelle remplacée par une incertitude palpable. Quand la porte s'est refermée derrière eux, j'ai laissé échapper un long soupir tremblant. La tension que j'avais retenue semblait soudain s'échapper de mon corps, me laissant épuisée, mais étrangement légère. « Tu as été extraordinaire », a murmuré Florence, serrant mon épaule. « J'ai fait ce que je devais faire », ai-je répondu simplement. « Ce que j'aurais dû faire il y a longtemps. » Marcel a pris ma main dans les siennes. « Comment te sens-tu » J'ai réfléchi à cette question apparemment simple. Comment me sentais-je? Soulagée? Triste? En colère? Aucun mot ne semblait capturer l'étrange mélange d'émotions qui tourbillonnait en moi. Je me sens comme si je venais de me réveiller d'un long cauchemar, ai-je finalement répondu. Comme si je respirais librement pour la première fois depuis des années. Camille a souri avec compréhension. C'est normal. La libération d'un cycle d'abus est souvent vécue comme un réveil. Les prochains jours seront difficiles, mais vous avez franchi le pas le plus important. Et maintenant, a demandé Claire, toujours pragmatique. Maintenant, nous attendons, a répondu l'avocat. La balle est dans son camp, mais quelle que soit sa décision, Madame Moreau a repris le contrôle de sa vie. C'est ce qui compte vraiment. J'ai regardé par la fenêtre, observant le soleil qui commençait à descendre sur Lyon, dorant les vieux bâtiments de pierre. Cette ville avait été témoin de tant de moments de ma vie, les joies, les peines, les triomphes et les défaites. Aujourd'hui, elle était témoin de ma renaissance.
Qu'il accepte ou non, ai-je dit doucement, je ne peux plus continuer comme avant. Je dois reconstruire ma vie, pour moi cette fois. Marcel a serré ma main. Tu n'es pas seule, Colette. Nous sommes tous là pour toi. J'ai regardé autour de moi, ces visages aimants, ces personnes qui avaient repris le temps de venir me soutenir dans ce moment crucial. Ma vraie famille, liée non par le sang, mais par l'affection et le respect mutuel. Je le sais maintenant, ai-je répondu, sentant une chaleur se répandre dans ma poitrine. Et c'est peut-être la leçon la plus importante de toute cette épreuve. Le temps s'est écoulé lentement. Joseph est venu nous apporter plus de thé et de pâtisserie, son regard discret mais compatissant m'assurant de son soutien silencieux. Les conversations ont dérivé vers des sujets plus légers, comme si chacun sentait mon besoin de répit émotionnel. Puis, la porte s'est ouverte à nouveau. Pascal se tenait là, seul cette fois. Son visage était pâle mais calme, dépourvu de l'arrogance qui l'avait caractérisé plus tôt. « Où est Amélie ?» ai-je demandé, remarquant son absence. « Partie », a répondu Pascal, sa voix plate. Elle a dit qu'elle avait besoin de réfléchir à notre avenir, ce qui signifie probablement qu'elle est en train d'appeler tous les hommes de son répertoire qui ont plus d'argent que moi. Il y avait une amertume dans sa voix, mais aussi une lucidité nouvelle. « J'accepte », a-t-il dit simplement. « Le programme, la thérapie, tout. Je n'ai pas vraiment le choix, n'est-ce pas ? Tu as toujours le choix, Pascal, ai-je répondu. C'est juste que pour la première fois depuis longtemps, les conséquences de tes choix te rattrapent. Il a hoché la tête lentement. Je suppose que je l'ai mérité. Ces mots, prononcés sans la moindre trace de manipulation, m'ont donné un infime espoir. Peut-être, juste peut-être, y avait-il encore une chance de sauver mon fils de lui-même. Les semaines qui ont suivi cette confrontation au Café des Jacobins ont été parmi les plus difficiles de ma vie. Malgré ma détermination et le soulagement initial, le doute s'insinuait parfois en moi pendant mes nuits d'insomnie. Avais-je été trop dur? Aurais-je dû donner une chance de plus à Pascal? Ces questions me tourmentaient, même si ma raison savait que j'avais pris la seule décision possible. Le lendemain de notre confrontation, comme prévu, j'ai signé les papiers pour la vente de la maison. L'agent immobilier, un homme discret d'une 50aine d'années, n'a pas posé de questions sur la rapidité de la transaction. Peut-être avait-il l'habitude de ces ventes précipitées, chargées d'émotions non exprimées. La maison a été vendue à un jeune couple avec 2 enfants. En les voyant visiter une dernière fois avant la signature, leurs yeux brillants d'espoir et de projet, j'ai ressenti un étrange apaisement. Cette maison connaîtrait enfin les rires et l'amour qu'elle méritait. Pascal avait commencé son programme au centre d'hébergement. Nos communications se limitaient à de brefs appels téléphoniques surveillés par Camille, qui coordonnait son plan de réhabilitation. Sa voix était différente au téléphone, plus basse, moins assurée, parfois tremblante. Je ne savais pas si c'était le signe d'un changement authentique ou simplement la manifestation de sa nouvelle réalité précaire. « Comment va-t-il vraiment ?» avais-je demandé à Camille lors d'un de nos rendez-vous hebdomadaires dans son bureau lumineux du centre-ville. Elle avait pesé ses mots avant de répondre. « Le chemin sera long, Madame Moreau. Votre fils a développé des schémas de comportement profondément ancrés. Il oscille entre des moments de sincère remise en question et des périodes de colère où il vous blâme encore pour sa situation. Et Amélie, partie définitivement, semble-t-il. Elle a récupéré ses affaires du foyer et a laissé un message lapidaire. Cela a été un choc supplémentaire pour Pascal. J'avais hoché la tête, pas vraiment surprise. Amélie avait toujours été attirée par le confort et le statut social. Un mari en disgrâce, sans argent et vivant dans un foyer ne correspondait pas à ses ambitions. Un mois après la confrontation, un incident s'est produit qui a failli tout remettre en question. J'étais au parc de la Tête d'Or, marchant paisiblement avec Marcel parmi les roses de la roseraie, quand mon téléphone a vibré. C'était le directeur du centre d'hébergement. « Madame Moreau, je suis désolée de vous déranger, mais votre fils a quitté le centre sans autorisation ce matin. Nous avons des raisons de croire qu'il pourrait se rendre chez vous. » Mon cœur s'est serré. A-t-il dit quelque chose avant de partir? Il a eu une séance de thérapie particulièrement intense, hier. Son conseiller pense qu'il a peut-être atteint un point de rupture émotionnelle. J'ai remercié le directeur et j'ai raccroché, la main tremblante. Marcel m'a regardé avec inquiétude. Pascal s'est enfui du centre, ai-je expliqué. Il pense qu'il pourrait venir me voir. Sans un mot,
Marcel m'a prise par le bras et nous avons rapidement quitté le parc. Dans le taxi qui nous ramenait à mon appartement, j'ai appelé le commissaire Roux pour l'informer de la situation. « Ne t'inquiète pas, Colette, m'a-t-il rassuré. Je vais envoyer une patrouille près de chez toi. Si Pascal a des intentions agressives, nous interviendrons. » Mais lorsque nous sommes arrivés à mon immeuble, tout semblait calme. Aucune trace de Pascal. Le concierge, que j'avais informé de la situation, m'a confirmé n'avoir vu personne correspondant à sa description. Néanmoins, Marcel a insisté pour monter avec moi et vérifier l'appartement. La porte était intacte, sans signe d'effraction. À l'intérieur, tout était exactement comme je l'avais laissé ce matin-là. Le soulagement m'a submergé, me faisant presque chanceler. Il n'est pas venu, ai-je murmuré. À peine avais-je prononcé ces mots que mon téléphone a sonné. Un numéro inconnu. « Allô ? Maman, c'est moi !» La voix de Pascal était étrangement calme. « Pascal, où es-tu ? Tout le monde te cherche. Je suis au Bouchon Lyonnais, chez Maurice. Tu te souviens ? Là où nous allions pour mon anniversaire chaque année quand j'étais petit. Comment aurais-je pu oublier ? Ce petit restaurant traditionnel où mon mari et moi l'emmenions, où il commandait toujours la même chose, des quenelles de brochet, et où il soufflait ses bougies devant les serveurs qui chantaient pour lui. « Pourquoi es-tu là-bas » ai-je demandé. Un mélange de confusion et d'appréhension dans la voix. J'avais besoin de réfléchir. Dans un endroit qui signifiait quelque chose, avant que je gâche tout. Sa voix s'est brisée sur ces derniers mots. Marcel me regardait avec inquiétude, prêt à appeler des renforts si nécessaire. Mais quelque chose dans la voix de Pascal m'indiquait qu'il n'était pas une menace. Pas aujourd'hui. « Je peux te rejoindre ?» ai-je demandé. « S'il te plaît, juste toi. » J'ai regardé Marcel, qui a immédiatement compris ma détermination. « Je t'accompagne jusqu'au restaurant, mais je resterai dehors », a-t-il proposé comme compromis. « Et j'appellerai Jacques pour qu'il soit dans les parages, juste au cas où. » J'ai accepté, reconnaissante de sa compréhension et de sa protection sans étouffement. Le Bouchon Lyonnais, chez Maurice, n'avait guère changé depuis notre dernière visite, il y a près de 20 ans. Les mêmes nappes à carreaux rouges et blancs, le même carrelage usé, les mêmes poutres apparentes au plafond. Pascal était assis dans un coin, devant un verre d'eau, les épaules voûtées. Il avait maigri et ses cheveux, habituellement impeccablement coiffés, étaient à peine négligés. Quand il m'a vu, il s'est levé maladroitement, hésitant sur la conduite à tenir. Devait-il m'embrasser, me serrer la main? Finalement, il s'est simplement rassis, m'invitant d'un geste à faire de même. « Merci d'être venu », a-t-il dit doucement. « Pourquoi as-tu quitté le centre, Pascal? Tu sais que c'est une violation de ton accord. » Il a passé une main dans ses cheveux, geste nerveux que je ne lui connaissais pas. Hier, pendant la thérapie, le psy m'a fait faire un exercice. Il m'a demandé de me souvenir du moment le plus heureux de mon enfance. J'ai attendu, le laissant poursuivre à son rythme. Je me suis rappelé mon 10e anniversaire, ici même. Papa était encore vivant. Nous avions passé la journée au zoo, puis nous étions venus dîner ici. Tu m'avais offert ce télescope dont je rêvais depuis des mois. Je m'en souvenais parfaitement. Ce télescope avait représenté des heures supplémentaires et des économies drastiques, mais la joie sur son visage avait tout valu. Cette nuit-là, papa et moi avions installé le télescope sur le balcon. Il m'avait montré les constellations, m'expliquant les histoires des dieux grecs. Je me sentais spéciale, aimée. Sa voix s'est brisée et j'ai vu des larmes briller dans ses yeux. Pour la première fois depuis des années, ces larmes me semblaient authentiques, dénuées de manipulation. Après cet exercice, je n'ai pas pu dormir. Je me demandais comment j'étais devenue, ce que je suis devenue, ce monstre qui a traité sa propre mère comme un distributeur d'argent, qui a menacé la femme qui a sacrifié son confort pour lui offrir un télescope. Il a essuyé ses yeux d'un geste rageur. Ce matin, je me suis levée avec une seule idée en tête, revenir ici, à ce dernier endroit où je me souviens avoir été une bonne personne, et essayer de comprendre. Comprendre quoi, Pascal? Comment réparer l'irréparable? Il m'a enfin regardé directement. Je sais que je ne mérite pas ton pardon. Je ne te le demande même pas, mais je voulais que tu saches que je commence à voir clairement ce que j'ai fait. Et c'est insupportable. Le serveur s'est approché, mais Pascal l'a poliment renvoyé d'un geste. Sa main tremblait légèrement. Le thérapeute dit que c'est un début, que reconnaître pleinement ses actes est la première étape vers la guérison.
Mais parfois, je me demande s'il y a quoi que ce soit à sauver en moi. J'ai tendu la main, et pour la première fois depuis ce qui semblait une éternité, j'ai touché mon fils sans appréhension. Sa main était froide sous la mienne. Il y a toujours quelque chose à sauver, Pascal. Toujours. Nous sommes restés ainsi un long moment, dans ce restaurant témoin de tant de moments familiaux, reliés par ce simple contact physique qui disait plus que les mots. « Je vais retourner au centre », a-t-il finalement dit. « Je vais suivre le programme jusqu'au bout. Je ne sais pas si je réussirai, mais je vais essayer. Vraiment essayer cette fois. » J'ai hoché la tête, incapable de parler, tant l'émotion me serrait la gorge. Et je voudrais rembourser Claire, Antoine et tous les autres. Pas seulement parce que c'est une condition du programme, mais parce que c'est la chose juste à faire. Ce jour-là, nous n'avons pas commandé de repas. Nous avons simplement parlé, plus honnêtement que nous ne l'avions fait depuis la mort de mon mari. Quand nous nous sommes finalement levés pour partir, le patron, qui se souvenait encore de nous, a refusé de nous faire payer les cafés que nous avions fini par commander. Pour les retrouvailles, avait-il dit avec un clin d'œil. Marcel attendait toujours dehors, patient et discret. Pascal lui a adressé un bref signe de tête, pas encore amical, mais dépourvu de l'hostilité précédente. Un petit pas. Les mois suivants ont été marqués par des hauts et des bas. Pascal a eu des moments de rechute, des périodes de colère et de dépression. Il a abandonné le programme 2 fois avant de revenir, chaque fois un peu plus déterminé. Sa thérapie a révélé des blessures profondes liées à la mort de son père, un sentiment d'abandon qu'il avait enfoui sous des couches de ressentiment et d'avidité matérielle. 4 mois après notre confrontation initiale, j'ai reçu un appel de Camille. Pascal a trouvé un emploi, m'a-t-elle annoncé. Rien d'extraordinaire, assistant dans une librairie du 6e arrondissement. Mais c'est un début stable, avec un patron compréhensif qui connaît sa situation. J'ai senti une bouffée de fierté inattendue. Mon fils, travaillant honnêtement, gagnant son propre argent. C'était plus que je n'avais osé espérer quelques mois auparavant. Pendant ce temps, ma propre vie avait pris un tournant que je n'aurais jamais imaginé. Avec l'argent de la vente de la maison, j'avais non seulement remboursé mes dettes, mais aussi fait un don substantiel à l'association d'aide aux personnes âgées maltraitées. Le reste avait été divisé. Une partie placée sous tutelle pour Pascal, comme promis, et l'autre partie investie dans un petit appartement pour moi-même, plus proche du centre-ville. Ma relation avec Marcel avait évolué doucement vers quelque chose de plus profond qu'une simple amitié. À notre âge, nous n'avions pas la fougue des jeunes amoureux, mais plutôt cette complicité tranquille de 2 personnes qui ont traversé les tempêtes de la vie et apprécié la paix qu'ils ont trouvée ensemble. 6 mois, jour pour jour, après cette soirée fatidique au Café des Jacobins, Pascal m'a invité à déjeuner dans un modeste bistrot près de sa librairie. J'y suis allée seule, notre relation étant encore trop fragile pour inclure Marcel dans nos rencontres. Pascal m'attendait, vêtu d'une simple chemise propre et d'un pantalon bien repassé, loin des tenues de marque qu'il affectionnait auparavant. Il semblait nerveux, tripotant sa serviette. Après les salutations d'usage et les nouvelles échangées, il a sorti une enveloppe de sa poche. « Qu'est-ce que c'est ?» ai-je demandé. « Mon premier remboursement » a-t-il répondu, poussant l'enveloppe vers moi. « Ce n'est pas grand-chose, juste 300 €. Mais c'est un début. » J'ai ouvert l'enveloppe, touché par ce geste symbolique, plus que par la somme elle-même. « J'ai aussi appelé Claire hier » a-t-il poursuivi. « Je lui ai présenté mes excuses et promis de commencer à lui rembourser le mois prochain. Elle a été plus gentille que je ne le méritais. » Nous avons mangé en silence pendant un moment, puis Pascal a pris une profonde inspiration. « J'ai quelque chose d'autre à te montrer. » Il a sorti une seconde enveloppe, plus grande celle-ci, et me l'a tendue avec une hésitation évidente. À l'intérieur se trouvait un certificat d'inscription à des cours du soir pour obtenir un diplôme en gestion de librairie. Le propriétaire de la librairie m'a dit que j'avais un bon sens du contact avec les clients. Il m'a suggéré de me former davantage. Si je réussis, il envisage de me proposer un poste plus important. J'ai senti ma gorge se serrer d'émotion. Pascal, c'est merveilleux. Il a haussé les épaules, embarrassé par mon enthousiasme. Ce n'est qu'un début. J'ai encore tellement à réparer, tellement à prouver. Mais tu as commencé. C'est ce qui compte. Notre repas s'est poursuivi, ponctué de silences confortables et de conversations prudentes.
mais sincère. Au moment de partir, Pascal m'a surprise avec une dernière révélation. J'ai rencontré quelqu'un, une cliente de la librairie. Elle est enseignante en primaire. Nous avons pris un café 2 fois. Elle est différente d'Amélie, simple, authentique. J'ai souri, sentant un espoir prudent naître en moi. Je suis heureuse pour toi, Pascal. Vraiment, sur le chemin du retour, marchant seule dans les rues animées de Lyon, j'ai ressenti une paix que je n'avais pas connue depuis des années. La route serait encore longue et sinueuse pour Pascal comme pour moi. Notre relation ne retrouverait peut-être jamais la simplicité qu'elle avait connue quand il était enfant. Mais nous avancions, pas à pas, vers quelque chose de nouveau et peut-être de plus authentique. En passant devant le café des Jacobins, j'ai marqué une pause, observant les clients à travers la vitrine. Ce lieu qui avait été témoin d'un des moments les plus douloureux de ma vie était aussi celui où ma libération avait commencé. Je me suis promis d'y retourner bientôt, non plus pour une confrontation, mais pour célébrer tranquillement cette seconde chance que la vie nous offrait. La surprise que j'avais préparée pour Pascal ce jour fatidique, l'expulsion, la vente de la maison, le choix entre réhabilitation et poursuite judiciaire avait été brutale. Mais parfois, les actes d'amour les plus profonds ne sont pas doux. Parfois, ils exigent une fermeté qui peut sembler cruelle sur le moment, mais qui, à terme, ouvre la voie vers la guérison. En rentrant dans mon nouvel appartement, où Marcel m'attendait avec un livre et un sourire tranquille, j'ai su avec certitude que j'avais fait le bon choix, pour Pascal, pour moi-même, et pour cette famille que nous étions en train de réinventer, fragile mais réelle, imparfaite mais sincère. Aujourd'hui, en vous racontant cette histoire difficile de ma vie, je ressens un mélange d'émotions contradictoires. La douleur est toujours présente, comme une cicatrice qui ne disparaîtra jamais complètement, mais elle est désormais accompagnée d'une sérénité que je n'aurais jamais cru possible il y a seulement 1 an. Cette expérience m'a appris que l'amour véritable prend parfois des formes que nous ne reconnaissons pas immédiatement. Pendant des années, j'ai confondu sacrifice et abnégation avec amour maternel. J'ai cru que donner sans limite à mon fils était la plus haute expression de mon affection pour lui. Mais en réalité, je ne faisais que nourrir un cycle destructeur qui nous entraînait tous deux vers l'abîme. Le jour où j'ai dit non à Pascal, le jour où j'ai changé le mot de passe de ma carte bancaire, j'ai posé le premier geste d'un véritable amour maternel. Non pas celui qui dit « je te donnerai tout ce que tu veux », mais celui qui affirme « je veux le meilleur pour toi », même si cela implique de te confronter à tes propres démons. Cette confrontation au café des Jacobins, entourée de mes proches, Florence, Marcel, ma famille et des professionnels bienveillants, reste gravée dans ma mémoire comme le moment où j'ai repris ma vie en main. L'expression sur le visage de Pascal, quand il a compris que les règles du jeu avaient changé pour toujours, sa colère initiale suivie par cette première fissure dans son armure de déni, la découverte du faux document de donation qui m'a confirmé que j'avais pris la bonne décision, aussi douloureuse soit-elle. Les mois qui ont suivi ont été un apprentissage pour nous deux. Pour Pascal, apprendre à vivre sans le filet de sécurité de sa mère, à assumer ses responsabilités, à reconstruire son identité sur des bases plus saines. Pour moi, apprendre à établir des limites, à ne plus confondre sacrifice et amour, à m'autoriser une vie personnelle après des décennies consacrées uniquement à mon fils. Le chemin n'a pas été linéaire. Pascal a eu des rechutes, des moments de colère et de ressentiment. Il y a eu des jours où je doutais profondément de ma décision, où la culpabilité me rongeait au point que je ne pouvais quitter mon lit. Mais à chaque étape, j'ai été soutenue par ce cercle d'amour authentique que j'avais trop longtemps négligé. Mes amis, ma famille élargie et Marcel, cet homme patient qui avait su attendre que je sois prête à accueillir à nouveau l'amour dans ma vie. Aujourd'hui, 1 an après cette confrontation décisive, notre relation avec Pascal est différente. Plus fragile par certains aspects, mais aussi plus authentique. Nous reconstruisons lentement une confiance mutuelle sur des bases de vérité et de respect. Il suit toujours sa thérapie, travaille dans sa librairie et poursuit ses études du soir. La jeune enseignante qu'il avait rencontrée est toujours dans sa vie, apportant une influence positive que je n'aurais jamais osé espérer. Quant à moi,
j'ai commencé à vivre pour moi-même pour la première fois depuis la mort de mon mari. Mon petit appartement près de la place Bellecour est devenu un havre de paix, décoré selon mes goûts, sans compromis. Je me suis inscrite à des cours de peinture, une passion que j'avais abandonnée il y a 30 ans. Marcel et moi partageons de longues promenades le long des quais de Saône, des soirées au théâtre et ces conversations profondes qui nourrissent l'âme. L'argent que j'économise désormais, n'ayant plus à subvenir aux dépenses extravagantes de Pascal, me permet de voyager modestement, un rêve que j'avais cru à jamais inaccessible. L'automne dernier, nous avons visité Venise, Marcel et moi, marchant main dans la main sur la place Saint-Marc comme deux adolescents amoureux. Si je vous raconte cette histoire aujourd'hui, c'est parce que je sais que je ne suis pas la seule à vivre une telle situation. Des milliers de parents, particulièrement des mères vieillissantes, subissent en silence l'abus financier et émotionnel de leurs propres enfants. La honte les maintient dans le silence, la peur de perdre le lien familial les empêche de demander de l'aide. À vous qui me regardez, qui peut-être vous reconnaissez dans mon récit, je veux dire ceci, vous n'êtes pas seul, vous n'avez pas à porter ce fardeau en silence. L'amour véritable n'exige jamais de vous que vous vous sacrifiez jusqu'à l'anéantissement. Il existe des ressources, des personnes prêtes à vous aider comme elles m'ont aidé. Et à vous qui avez la chance d'avoir des relations familiales saines, je vous demande d'être attentif aux signes d'abus chez les personnes âgées de votre entourage. Un parent qui semble toujours à court d'argent malgré un revenu stable, qui s'isole progressivement, qui semble anxieux en présence de certains membres de sa famille, ce sont des signaux d'alarme que nous ne devrions jamais ignorer. Cette vidéo, comme toutes celles de ma chaîne Souvenirs de grand-mère, a pour but de briser le silence autour des expériences difficiles que nous traversons dans la deuxième moitié de notre vie. J'y partage mes propres épreuves, mais aussi les leçons que j'en ai tirées, dans l'espoir que cela pourra éclairer le chemin de quelqu'un d'autre. Si mon histoire vous a touché, si elle a résonné en vous d'une manière ou d'une autre, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Chaque semaine, j'y partage un nouveau récit, une nouvelle réflexion sur ces défis que nous affrontons avec l'âge. Qu'il s'agisse de relations familiales compliquées, de deuil, de redécouverte de soi, ou simplement des joies inattendues que nous réserve cette période de notre vie. Vos commentaires sont précieux pour moi. Ils me permettent de savoir que mes paroles trouvent un écho, qu'elles apportent peut-être un peu de réconfort ou d'espoir. N'hésitez pas à partager votre propre expérience, vos questions ou simplement votre ressenti face à cette histoire. Chaque témoignage enrichit notre communauté et rappelle à chacun qu'il n'est pas seul dans son parcours. Prendre le temps de laisser un « j'aime » à cette vidéo aide également à la faire connaître à d'autres personnes qui pourraient en avoir besoin. C'est un petit geste qui peut avoir un impact significatif. Je vous invite aussi à explorer les autres vidéos de la chaîne. Vous y trouverez des récits sur mon expérience du veuvage, sur ma redécouverte de l'amour à un âge avancé, sur les relations avec mes petits-enfants et bien d'autres sujets qui concernent notre génération. La création de ces vidéos représente un investissement considérable en temps et en énergie. Si vous appréciez ce contenu et souhaitez soutenir son développement, vous pouvez contribuer via la fonction « Merci » disponible sous cette vidéo. Chaque donation, même modeste, m'aide à couvrir les frais techniques et à maintenir un rythme de publication quotidien. Votre soutien est ce qui permet à cette chaîne de continuer à grandir et à toucher davantage de personnes. En fin de compte, ce que je souhaite transmettre à travers mon histoire, c'est un message d'espoir. Même dans les situations les plus sombres, même quand nous pensons avoir tout perdu, il est possible de reconstruire, de guérir, de trouver une nouvelle forme de bonheur. La vie ne s'arrête pas avec l'âge ou avec les épreuves, elle se transforme, nous offrant parfois des cadeaux inattendus si nous avons le courage d'ouvrir les yeux et le cœur. Merci d'avoir écouté mon histoire. Merci de faire partie de cette communauté bienveillante que nous construisons ensemble. À la semaine prochaine pour un nouveau chapitre de Souvenirs de grand-mère.